Amigo, le football est ingrat. Tu as beau tout faire à la perfection, à la fin il ne se souvient que de quelques bribes, de ce qu'il y a de plus visible, de plus facile à retenir. Et dans notre debunk des légendes du jour, ce dont on se souvient aujourd'hui, c'est des coups francs. 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, plein axe, excentré, avec ou sans rebond, des coups francs à la pelle, des coups francs tirés d'une manière unique, les coups francs de Monsieur Juninho Pernambucano. Mais une fois que l'on a dit ça, que reste-t-il? Selon certains, pas grand-chose. Beaucoup n'hésitent pas à dire aujourd'hui que sans cet atout, le Brésilien était un joueur banal, surcoté même uniquement grâce à un artifice, une technique qui ne s'applique même pas dans le jeu. Aujourd'hui, on va se replonger dans la carrière de l'illustre Lyonnais et voir si le monde du football est trop dur avec Juninho ou si ses coups francs étaient réellement l'arbre qui cache la forêt. Amigo, tu en as marre d'avoir les pieds carrés? Tu ne veux pas que ton fils finisse latéral droit ou pire, youtubeur foot? J'ai la solution. Le tapis d'entraînement F-Pro. Crois-moi, c'est pas un gadget TikTok, c'est un véritable outil de perfectionnement. Tu le poses dans ton salon, tu lances l'appli et F-Pro te propose plein d'exercices techniques dignes d'un club pro. Coordination, toucher de balle, enchaînement rapide, c'est très complet. Et l'application, c'est pas juste un menu, elle te guide avec des entraînements progressifs, adaptés à ton niveau, avec un suivi ultra motivant. Chaque session devient un petit jeu et c'est ce qui donne envie d'y retourner encore et encore. Pas besoin de terrain, pas besoin de coéquipier, tu t'entraînes quand tu veux. Perso, j'ai testé et je peux te dire que j'ai retrouvé des muscles oubliés depuis 2017. Que ce soit pour ton projet Mbappé ou même pour toi, pour mieux t'en sortir au 5 du dimanche, je te conseille vivement de tester F-Pro. Pour commander le set, il te suffit de passer par mon lien en description. Tu as 20% de réduction avec mon code promo AMIGO et si tu n'es pas satisfait, tu peux te faire rembourser. Comme d'habitude dans le debunk des légendes, je me base sur 4 piliers fondamentaux pour juger la carrière du joueur du jour. 1. Le talent. 2. Les stats. 3. Le palmarès. 4. L'impact sur le monde du football. Et on attaque direct avec le gros de ce débat, le talent. Sans les coups francs, Juninho n'a rien de spécial. À niveau raccourci, on fait difficilement mieux. Évidemment, les coups francs, c'était sa plus grande force, ça c'est indéniable. Mais de là à dire que si on lui enlevait ça, ça devenait un joueur banal, soit on parle sans avoir vu le joueur à l'œuvre, j'ai l'impression que beaucoup de jeunes par exemple se font un avis sur les joueurs du passé en faisant un tour vite fait sur Wikipédia, soit on est stéphanois ou marseillais et dans ces cas-là, ça se comprend, ou alors c'est qu'on a peut-être pas su apprécier son jeu à l'époque. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, j'étais pas son plus grand fan à l'époque non plus. Mais objectivement, Juninho, c'était un joueur non seulement très fin techniquement, mais en plus très complet. Technique irréprochable, grande intelligence tactique, vision du jeu, qualité de passe, de dribble même. Les frappes aussi, il savait marquer sur coup de pied arrêté, mais aussi dans le jeu. Les gros coups de canon qu'il envoyait régulièrement dans les buts, fallait être là pour les voir quand même. Et Juninho, c'était même un joueur en avance sur son temps, puisqu'il était capable d'organiser le jeu comme un véritable numéro 10 dans une position plus basse sur le terrain, dans une position de relayeur, mais également de travailler en phase défensive. C'était déjà un numéro 10 moderne, et c'était un excellent professionnel qui plus est, qui ne lésinait pas sur les entraînements et qui préparait chaque match comme si c'était une finale de Ligue des Champions. À l'époque, les ballons n'étaient pas les mêmes dans le championnat pour chaque équipe, et Juni a été celui qui a instauré ça, c'est-à-dire qu'il a fait acheter au club tous les différents ballons des clubs dans lesquels on allait jouer en déplacement. Donc toute la semaine, il s'habituait à ça. Il s'habituait aux nouveaux ballons avec lesquels il allait jouer le week-end. Il savait exactement la texture du ballon, s'il flottait pas, s'il était lourd, gros. Je ne sais pas ce qu'il faut de plus pour le considérer comme un excellent joueur. Le réduire à un simple tireur de coups francs, non seulement c'est faux, mais c'est extrêmement injuste. Je vais donner un avis personnel pour le coup, peut-être que je me trompe, mais je pense que beaucoup le font sciemment et par pure mauvaise foi. Lyon à l'époque suscitait pas mal de jalousie en France. Un club qui gagne tout le temps, ça fait rager. Et à cette époque, si certains non-lyonnais étaient admiratifs, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, bien sûr, d'autres faisaient quand même une sacrée fixette sur ce club. Sur l'arbitrage supposé trop clément vers l'OL, sur Jean-Michel Aulas et sa trop grande influence, et aussi sur les coups francs de Juninho. Parce que gagner des matchs grâce à des coups francs, c'est de la triche. Ah, ça volait pas très haut, hein. Et encore à l'époque, on n'avait pas
pas Twitter. J'imagine même pas les débats sinon. Et aussi, de façon générale, je trouve que le grand public français, le très grand public, pas les vrais passionnés du jeu, a souvent du mal avec les joueurs un tant soit peu cérébraux. Je me souviens de Lucho González à l'OM par exemple. Beaucoup l'adoraient bien sûr, mais qu'est-ce qu'on a pu entendre comme critique également du grand public et de la presse? Il est lent, il marque pas assez de buts, il dribble jamais un joueur. Aujourd'hui, ça va mieux, je pense. On arrive un peu mieux à apprécier ce type de joueur. Mais à l'époque, un Brésilien ou un Argentin qui ne fait pas 10 000 passements de jambes avant de marquer, c'était décevant. Bref, pour moi, Juninho, c'était à peu près 7 sur 10 minimum dans tous les compartiments de son jeu. Il n'y a que physiquement que l'on trouve quelques lacunes. Il n'était pas très grand, pas hyper costaud, mais bon, il ne se faisait pas bouffer dans les duels non plus, et il était assez lent. Chose qu'on lui a beaucoup reproché tout au long de sa carrière. Alors ces critiques sont factuelles, mais sont-elles pertinentes pour autant? Juninho faisait 1m78, on a connu des milieux plus petits sans que ça ne gêne personne. Juninho était lent, mais depuis quand on réclame de la vitesse pure à un milieu de terrain axial? La plupart des grands numéros 10 sont lents, et la plupart du temps, on trouve ça beau, on trouve ça élégant, ou à minima, on s'en fout. Et à juste titre, puisqu'au milieu, tu n'as pas l'espace pour sprinter de toute façon, la seule vitesse qui compte au milieu, c'est celle de ton exécution. Et ça, Juninho, c'était 10 sur 10. Et physiquement, ok, c'était pas Yaya Touré, mais il avait un sacré cardio quand même. Pour un meneur de jeu, il cavalait pas mal. C'est pour ça qu'il pouvait facilement jouer en relayeur dans le 4-3-3 lyonnais. Ah, le milieu Diarra, Essien, Juninho, c'était quelque chose. Fallait se lever de bonne heure pour leur prendre le ballon. Bref, Juninho était un joueur d'une qualité rare et les coups francs n'étaient que la cerise sur le gâteau. Mais pour autant, est-ce que ça en fait un grand joueur à l'échelle de l'histoire de ce sport? Une véritable légende? On continue. Mais avant ça, pense bien à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner, amigo. Très important. Passons aux statistiques. Quand on parle de Juninho aujourd'hui, là aussi on entend toujours les mêmes stats. Celles sur coups francs. Sur ses 100 buts marqués pour l'OL, Juninho a marqué 44 coups francs directs, ce qui est assez dingue comme ratio. Mais ça veut aussi dire que plus de la moitié de ses buts n'ont pas été inscrits dans cet exercice. Alors tu me diras, il y avait les pénaux aussi. C'est vrai, sur ces 100 buts, 14 ont été inscrits sur penalty. Ça nous fait donc un total de 42 buts inscrits uniquement dans le jeu, en 344 matchs avec l'OL. Pour un meneur de jeu qui évoluait dans une position reculée, qui avait pour mission de servir les attaquants avant de penser à ses propres stats, c'est costaud. Pour comparaison, Modric avec le Real, c'est 43 buts en 596 matchs. Iniesta, c'est 57 buts en 674 matchs avec le Barça. Et je n'ai même pas cherché à savoir s'il y avait des pénaltys ou des coups francs dans le compte. C'est-à-dire que Juninho, même en enlevant les coups francs et les pénaltys, a un meilleur ratio but-match joué que deux légendes absolues au même poste. Et on se souvient également que lors de ses premières saisons à Lyon, il était souvent aligné sur un côté, position qui ne sied pas forcément à ses qualités, et malgré tout, il y montrait de bonnes choses. Alors tu vas me dire, on est en train de parler de milieu de terrain, que le plus important comme stat, c'est les passes décisives. Et tu as tout à fait raison. Reprenons notre comparatif. Juninho, c'est 83 passes décisives en 344 matchs. Modric, c'est 90 passes décisives en 596 matchs. Iniesta, 117 en 674 matchs. Là aussi, c'est Juninho qui a le meilleur ratio. Alors attention, je ne dis pas que Juninho était plus fort que ces deux-là. Bien évidemment, le talent, ça ne se quantifie pas en statistiques, et puis Juninho jouait en Ligue 1, tandis que les deux autres jouaient dans une Liga très relevée. Mais ce sont des chiffres suffisants, en tout cas, pour tordre cette idée du joueur banal sans les coups de pied arrêtés. Et si on prend en compte la totalité de ses buts, là on est sur un milieu extrêmement prolifique, avec plusieurs saisons entre 10 et 15 buts. Et là, très peu de joueurs jouant dans ce rôle de numéro 8 offensif peuvent se frotter à lui, pour bien se rendre compte de l'influence du bonhomme. Quand Juninho était sur le terrain, 40,6% des buts de l'OL passaient par lui, soit par un but, soit par une passe décisive. Pourtant, il y en avait des cracks pour marquer et faire marquer dans cette équipe. Govou, Malouda, Sonny Anderson, Karim Benzema, qui tu veux. Mais le patron, chaque année, c'était lui. Alors j'aurais aimé agrémenter le tout avec des statistiques sur son volume de jeu, son nombre de kilomètres parcourus par match ou son pourcentage de duels gagnés pour montrer qu'en plus d'être bon offensivement, c'était un vrai bosseur défensivement. Malheureusement, je n'ai rien trouvé à ce sujet sur le net. Donc,
Soit vous me croyez sur parole et je vous en remercie, soit je vous conseille de vous refaire quelques matchs sur cet excellent site qu'est footballia.net. C'est pas une sponsor, juste un site qui propose une quantité incroyable de matchs rétro de manière gratuite. Je sais que beaucoup apprécient mes vidéos vintage pour se faire une petite culture foot, mais si vous voulez bien faire les choses, replongez-vous dans certains matchs et faites-vous votre propre avis. Vous voyez mes vidéos comme de simples portes d'entrée. Troisième point de l'analyse, et celui-là, il est crucial, la carrière. Il est crucial car pour moi, c'est le seul reproche factuel qu'on puisse lui faire. Il n'a pas fait une carrière à la hauteur de son talent. Il a fait une grande carrière, mais pour vraiment être considéré comme un joueur de légende à l'échelle de l'histoire de ce sport, c'est encore insuffisant. Je précise bien à l'échelle de l'histoire du football. Si on parle de la Ligue 1, c'est une légende absolue. Si on parle de l'Olympique Lyonnais, on n'est pas loin de la divinité. Au Brésil, par contre, c'est déjà plus mitigé. Il est une figure marquante de l'histoire du club de Vasco da Gama, le club qui l'a fait exploser à haut niveau après ses débuts avec Sport Recife. Là-bas, il gagne 2 titres de champion, sachant que le club n'avait gagné que 2 titres avant ça. C'est assez énorme et surtout, il a été le meneur de jeu de l'équipe qui a remporté la Copa Libertadores en 1998, soit l'équivalent de la Ligue des Champions d'Amérique du Sud. Mais bon, on parle aussi d'une époque où chaque année, des dizaines de cracks venus d'un autre monde sortaient chaque mois d'un club brésilien. Donc sur la scène nationale, Juninho, ça pèse pas si lourd que ça. Lui n'a pas eu cette aura d'enfant prodige. Juninho, c'est un joueur doué, mais qui a quand même dû travailler et franchir les étapes les unes après les autres pour arriver au très haut niveau. À ses débuts à Vasco, il a goûté au banc de touche. Les stars à cette époque, c'était les immenses Edmundo et Romario. Et en 98, lors de la victoire en Libertadores, il a déjà 23 ans. C'est jeune, mais pas assez pour qu'on te colle cette étiquette de Wonder Kid. Et le pire, c'est qu'il a été obligé d'attendre ses 26 ans pour enfin avoir sa chance en Europe. Pourtant, des gros clubs l'avaient repéré, il y avait Benfica, il y avait Barcelone, mais comme la loi Pelé n'était pas encore passée à cette époque, Vasco pouvait le bloquer alors même que son contrat était terminé. Juninho n'a pas quitté le Brésil avec un transfert retentissant dans les journaux, mais après une bataille juridique de 6 mois contre son club. C'est pas très vendeur. Bref, il lui a donc fallu attendre ses 26 ans pour avoir enfin sa chance en Europe. Ça fait tard pour être considéré comme un crack générationnel. À Lyon par contre, il s'est fait un nom rapidement, c'est le moins que l'on puisse dire. En France bien sûr, mais aussi en Europe. Forcément, le maître à jouer d'une équipe qui gagne 7 fois le titre consécutivement et tape des grands d'Europe en Ligue des Champions, comme le Real ou le Bayern, ça ne passe pas inaperçu. Mais ça ne suffit pas pour autant pour devenir une méga star. Dominer la Ligue 1 c'est bien, mais au niveau de l'Europe, c'est pas incroyable. Et en Ligue des Champions, il y a de beaux parcours, de belles performances, mais ça ne va jamais au bout, même pas une finale. Pour se faire un nom parmi les plus grands de cette époque, ça ne suffit pas. Et on rappelle qu'entre 2000 et 2010, la concentration de joueurs iconiques était assez folle. Et en parlant de grosse concentration de stars, la sélection brésilienne à cette époque, c'était quelque chose. La concurrence était démentielle au milieu de terrain. Zé Roberto, Gilberto Silva, Emerson pour les postes les plus défensifs, Kaká, Ronaldinho, Rivaldo pour les milieux les plus offensifs. Tu avais même un autre Juninho, Juninho Paulista, qui était un sacré joueur lui aussi. D'ailleurs, à cette époque au Brésil, si tu parlais de Juninho, fallait préciser si tu parlais de Paulista ou de Pernambucano, notamment quand les deux jouaient encore ensemble à Vasco. En 2002, Luis Felipe Scolari ne le convoque même pas pour la Coupe du Monde en Corée et au Japon. Après ça, il est appelé assez régulièrement par Parreira, mais comment veux-tu te faire un nom quand à côté de toi, tu as des légendes absolues comme Ronaldo, Ronaldinho et compagnie. Bon, il a quand même eu son heure de gloire à la Coupe du Monde 2006 avec ce but assez incroyable contre le Japon. Mais cette fois, c'est le Brésil qui déçoit lors de ce tournoi. On est bien placé pour le savoir. Il est l'un des joueurs les moins critiqués après l'élimination contre la France, mais pas de quoi entrer au panthéon du football brésilien pour autant. Et après ça, plus rien. En 2006, il a déjà 31 ans, il préfère prendre sa retraite internationale pour se concentrer sur sa carrière avec l'OL, là où il se sent réellement indispensable. Au total, il ne cumule que 40 sélections avec le Brésil, c'est pas donné à tout le monde. Mais ce n'est pas légendaire. Retour à Gerland. À l'OL par contre, son nom est littéralement sanctifié. Après 8 saisons d'anthologie, l'histoire se termine avec des larmes de tristesse et d'émotion pour tout le monde et un transfert à Al Gharafa au Qatar. Avec notamment une saison où il rafle tout, championnat, coupe et titre de meilleur joueur du championnat. Et après 2 années très fructueuses sportivement et financièrement, il rentre au pays.
à Vasco, qui malgré les embrouilles passées reste son club de cœur. Une décision logique, romantique même. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Pourtant, tout commence très bien. Pour montrer son attachement au club et sa motivation, il accepte même de jouer pour le SMIC, quelques primes selon le classement du club en championnat et le règlement de certaines dettes de son premier passage. Pas gratuit comme on avait pu l'entendre à l'époque, de toute façon c'est impossible techniquement, mais c'est quand même un beau geste, surtout que le club connaissait des difficultés financières importantes à cette époque. Avec le numéro 8 dans le dos et le brassard de capitaine, il mène Vasco à une belle deuxième place au classement. La saison suivante, il performe encore, mais son équipe ne suit pas. Le club s'est enfoncé dans la crise. Juninho préfère partir pour que tout le monde se rende bien compte que la situation est grave. Direction les États-Unis, les New York Red Bulls avec Thierry Henry, mais ça ne marchera pas. Le courant ne passait pas très bien avec l'entraîneur apparemment. Et seulement 7 mois après, il retourne à Vasco pour une dernière pige qui se terminera plus rapidement que prévu. À 39 ans, son corps ne tient plus. Bref, une fin romantique mais quelque peu chaotique qui ne rend pas suffisamment hommage au joueur incroyable qu'il était. C'est une carrière de rêve pour 90% des joueurs de la planète, mais pour le sommet mondial, pour s'inscrire au panthéon du football, là encore, c'est insuffisant. Mais comme souvent avec Juninho, il y a quelque chose qui compense. Et ce quelque chose, tu te doutes bien, c'est les coups francs. Et oui, j'ai gardé le meilleur pour la fin, je les ai mis de côté jusqu'alors pour prouver que le joueur était d'une grande qualité, même sans son atout majeur. Mais ça, c'était juste pour ma démonstration du jour. Il n'y a aucune raison de les mettre de côté au moment de faire le bilan. Ok, c'est pas dans le jeu. Et alors ? Ça reste un geste incroyable qui demande une grande qualité technique. D'ailleurs, plus le temps passe, moins on en voit des bons tireurs de coups francs. Et je ne crois pas exagérer en disant que Juninho a élevé le coup franc au rang d'art. Regardez 12 ans après, on se souvient tous de lui pour ça. Alors que des joueurs avec une carrière supérieure, un talent supérieur de cette même époque tombent déjà dans l'oubli. Le grand Andrea Pirlo lui-même a reconnu s'être inspiré de lui pour mieux tirer ses coups francs. Messi, Ronaldo, Beckham, Pelé, Ronaldinho, tous ces grands noms sont derrière lui au classement des tireurs de coups francs. Et au-delà du nombre marqué, 77 au total, Juninho avait une manière unique de les frapper, quasiment impossible à reproduire. Je vais pas essayer, j'ai jamais essayé d'ailleurs, parce que à mon avis je sais pas comment je vais sortir de là, mais voilà, ce qu'il fait c'est n'importe quoi, c'est pas normal. J'ai vu des matchs de Lyon, je me suis dit là, s'il marque là c'est abusé, et hop, et puis il marque. Mettre autant de force, de vitesse dans la frappe tout en restant précis et réussir tout de même à la faire redescendre la balle à la fin, mais c'est de la magie à ce niveau-là. Et souvent les tireurs ont une zone de prédilection. Lui, il marquait dans n'importe quelle position. Son coup franc à 40 mètres contre Ajaccio, mais même sur la play, tu le tentes pas. Son coup franc excentré contre Barcelone. Enfin, aucune zone n'était impossible pour lui. Après, on peut préférer le style d'autres tireurs. Les énormes missiles de Roberto Carlos, les arabesques de Pirlo. Moi, perso, c'était Beckham. Son petit mouvement là de bras en arc de cercle à chaque fois qu'il tirait, j'étais matrixé, je le tentais tout le temps à l'époque. Bon, par contre, la réussite sur coup franc, pas tout à fait la même. Mais objectivement, Juninho est à ce jour le meilleur tireur coup franc de l'histoire de ce sport. Et ça lui donne droit à une place spéciale dans la grande histoire du pied-ballon. En parlant de joueurs qu'on a tendance à résumer à ses coups francs, David Beckham, c'est pas mal dans le genre, non ? Lui aussi a eu droit à son petit debunk, n'hésite pas à regarder ça. N'oublie pas le petit pouce bleu et l'abonnement qui va bien. Moi je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.